Aujourd'hui à l'émission, on se dirige vers Gatineau, plus précisément dans le secteur de Hull. On vous a concocté deux activités assez originales. Nous allons apprendre les bases de la semellerie avec nul autre que Véronique Rivet, mais avant tout, on s'en va dans un endroit assez hors de l'ordinaire pour faire de l'escalade chez Altitude Gym. Ça va être une très belle journée. Merci beaucoup de nous recevoir chez Altitude Gym. Ça fait plaisir. Merci d'être là ce matin. Merci. Et l'environnement dans lequel on se retrouve est assez spécial, en fait. On est dans l'enceinte d'une église. Oui, exactement. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de la conversion d'une église à un centre d'escalade? Oui, bien c'est sûr que à l'époque, dans le fond, faut dire que quand le groupe qui a décidé de partir Altitude Gym, en fait, c'est des gens qui travaillent justement dans le domaine de l'alpinisme. Donc, pour eux, d'avoir un centre d'escalade comme ça dans la région, c'était vraiment quelque chose, c'était un besoin d'aller chercher ça parce que dans la région, on n'en retrouve pas des centres comme ça. Donc, pour eux, c'était vraiment un rêve de bâtir un centre d'escalade intérieur comme ça. Puis, quand ils se sont mis à faire la recherche d'édifices, une des choses super importantes d'avoir, c'est la hauteur, évidemment. Donc, tu sais, c'est pas facile de trouver des endroits avec des plafonds élevés pour être capable d'aller chercher. Les murs qu'on voit derrière nous, ils sont 30 pieds de haut. Donc, puis on a une autre section qu'on va voir plus tard, sont 45 pieds. Donc, tu sais, c'était vraiment important d'avoir ça. Puis, dans le fond, au même moment où ils ont commencé à faire la recherche d'un endroit, l'église ici est tombée en vente, dans le fond. Donc, pour eux, quand ils ont visité les lieux puis qu'ils ont vu justement la hauteur des plafonds, on dit OK, ça serait un endroit idéal. Puis en même temps, ça permet de redonner une deuxième vie à un lieu qui aurait peut-être été démoli si ça n'avait pas été racheté. Donc, ça a vraiment été un beau projet qui est tombé un peu par hasard. Là, les choses se sont bien alignées, disons. C'est également pour cette raison-là qu'ils ont décidé de s'établir à Hull. C'est qu'ils recherchaient un centre d'escalade puis il n'y en avait pas dans la région. C'est ça. C'est tous des gens qui habitent, dans le fond, dans la région de Gatineau donc, et les environs. Donc, ils voulaient vraiment là, créer un centre d'escalade. Eux, c'est des gens qui voyagent beaucoup. Donc, tu sais, ils ont eu la chance de visiter plusieurs centres d'escalade à travers le monde. Donc, des centres d'envergure comme ça ici. Eux, ils ont vraiment une vision d'envergure internationale, si on veut. Donc, tu sais, on est un endroit où on accueille souvent des compétitions. Donc, l'année passée, en fait, c'est à notre autre centre, on a accueilli les nationaux. Donc, c'est une des plus grosses compétitions, la plus grosse compétition d'escalade au Canada. Donc, on a eu la chance d'avoir cette compétition-là. Donc, eux, c'est un peu cette vision-là, c'est d'être capable de placer l'entreprise sur une scène internationale. Donc, ils voient vraiment grand, puis ils veulent, c'est vraiment aussi d'aller chercher toutes les innovations en escalade qui existent, donc d'essayer d'apporter les murs qu'on voit ici, bien, c'est des murs qui ont été bâtis en Nouvelle-Zélande, puis qui ont été, dans le fond, importés ici. Puis c'est l'équipe de la Nouvelle-Zélande qui est venue installer les murs. Donc, on va vous montrer aussi une autre section tantôt qui s'appelle le parc Clip and Climb. Cette section-là, justement, ça vient de la Nouvelle-Zélande. Puis Altitude Gym a été les premiers à importer ce parc thématique-là au Canada. Donc, ça aussi, c'était une part d'innovation, d'essayer de trouver des choses qu'on ne retrouve pas ailleurs dans le monde. Là. Mais justement, au Altitude Gym, on a des murs de 30 et 45 pieds de haut. On a du Clip and Climb. C'est quoi les autres services que vous offrez? Donc, on a aussi des blocs, des parois d'escalade de blocs. Donc, ça tourne plus entre du 10-15 pieds. Donc, ce sont, comme on voit les murs un petit peu plus courts derrière, c'est des murs où on n'a pas besoin d'être attaché. Donc, on va avoir besoin de nos souliers d'escalade. Puis, c'est sûr, tous les surfaces au sol sont recouverts de matelas épais. Donc,
ce qui nous permet de simplement dégrimper, puis on peut après ça se laisser tomber au sol puis rouler pour atterrir de manière sécuritaire. Donc, les problèmes de bloc, souvent, donc il y a moins de mouvements à faire que sur les grands murs de 30 à 45 pieds, sauf que ça va être des mouvements un petit peu plus techniques. Donc, ça va être important pour réussir le problème. Il faut absolument qu'on ait un positionnement précis, parce que si on ne fait pas le mouvement de la bonne façon, on ne sera pas capable d'aller chercher la prise. Donc, c'est vraiment de bouger nos hanches, de tourner notre corps sur le mur qui va nous permettre d'aller atteindre un peu plus haut ou d'atteindre la prise d'une certaine façon. Ça va être des fois des mouvements plus statiques, donc où il va falloir qu'on se tienne en équilibre d'une certaine façon, ou encore là, des mouvements dynamiques, où il va falloir que rapidement, soit qu'on s'élance pour aller chercher une autre prise qui est un petit peu plus haut. Donc là, on a un petit peu plus besoin d'élan dans le mouvement pour aller chercher. Donc, le bloc, on va vraiment jouer avec différents types de gestuels puis de mouvements. La voix, bien, c'est ça, on peut aussi retrouver ce type de mouvement-là, mais l'idée, ça va être vraiment de grimper sur une longue hauteur. Donc, ça va être un petit peu plus d'endurance à ce moment-là au niveau des bras, des épaules. Puis justement, tous ces côtés techniques-là, est-ce que vous les montrez au Altitude Gym? Y a-t-il des cours? Comment ça fonctionne? Donc, on a, dans le fond, on est un service où les gens peuvent apprendre de manière autonome. Donc, c'est possible, quelqu'un qui n'en a jamais fait, mais tu sais, qui voudrait commencer, qui ne veut pas s'embarquer nécessairement dans trop de cours, trop de techniques de base. C'est super accessible parce qu'on a des problèmes qui sont débutants. Puis, tu sais, on va vous montrer un petit cours de 15 minutes, admettons, pour faire le bloc. On vous fait une orientation, on vous explique la base. Puis, c'est très facile d'apprendre par soi-même. Par contre, si on veut avoir encore le plus d'encadrement, plus de techniques, bien là, on peut avoir soit des cours privés. Donc, on a des coachs qui sont ici sur place. On peut prendre un rendez-vous, avoir une session d'1 heure avec un coach qui peut vraiment bien nous expliquer comment faire. Si, admettons, on veut... C'est sûr que pour tout ce qui est escalade de voie, donc sur paroi avec corde, ça, on n'a pas le choix d'avoir un cours parce qu'il faut apprendre comment faire les nœuds dans la corde, comment mettre son harnais, comment manipuler, dans le fond, le système d'assurage dans lequel la corde va passer pour nous permettre d'assurer la personne qui va grimper. Il y a vraiment des manœuvres précises à faire, dans le fond, avec la corde pour permettre à la personne de grimper. Puis nous, on continue, dans le fond, à prendre la corde au fur et à mesure qu'elle grimpe. Il faut tout apprendre cette base-là pour être capable de faire ce type d'escalade-là. Donc oui, là, on va offrir vraiment un cours. C'est un cours de 2 heures, encore là, très accessible pour quelqu'un qui n'en a jamais fait puis qui voudrait commencer. On a des voies qui sont débutantes, donc on y va vraiment graduellement. Puis, éventuellement, si, admettons, quelqu'un veut aller encore un petit peu plus dans sa pratique, on a aussi l'escalade de premier de cordée, où à ce moment-là, la corde est au sol, puis le grimpeur va s'ancrer à la paroi au fur et à mesure qu'il va grimper. Donc, c'est une technique d'assurage un petit peu plus technique. Là. Il y a d'autres choses à apprendre, donc on peut pousser encore plus si on veut. Puis il y a également le système d'auto-assurage? Oui, donc on a des systèmes, dans le fond. Quelqu'un qui voudrait grimper en voie, mais qui est seul. Donc, qui n'a pas de partenaire pour l'assurer. Donc, le seul matériel qu'on va avoir besoin, c'est de se procurer un harnais. Puis, dans le fond, la machine, l'auto-assureur, ça a une sangle avec un mousqueton qui est déjà attaché au sol. Donc, ce qui nous permet, on s'attache au mousqueton et on laisse, dans le fond, on l'attache au sol et nous, on peut se mettre à grimper sur le mur. Puis, le système, dans le fond, la sangle va rentrer dans le système au fur et à mesure qu'on monte sur la paroi. Et puis, quand on va se redescendre, c'est la sangle, c'est la machine, dans le fond, au plafond qui va nous descendre au sol. Donc, c'est une chute qui est contrôlée, qui est un petit peu plus, qui est lente, mais en même temps, ça nous permet de grimper seul. On n'a pas besoin d'avoir de partenaire. Là, tout se fait automatiquement. Mais maintenant qu'on a appris un peu, quand même brièvement, les techniques et que ce soit très sécuritaire, je pense que je suis prête à me lancer. Oui, parfait. On va essayer ça. Parfait.
qui nous a pris en charge de notre arrivée. Elle nous a expliqué les différentes sections dans le centre Altitude Gym. Durant notre reportage, j'ai eu la chance de faire plusieurs montées en escalade. Premièrement, on a débuté au bloc qui, à mon avis, pour moi, en fait, selon mon expérience personnelle, a été plus difficile que monter dans une voie en hauteur. Il y a tout le temps des tapes comme ça qui vont nous indiquer c'est quoi les prises de départ. Okay. Fait qu'il y a tout le temps 2 prises pour tes mains, puis 1 ou 2 prises pour tes pieds. Donc ici, j'ai 2 tapes, ça veut dire que je vais avoir mes 2 mains ici. Puis j'ai un tape là, puis un tape là. Donc, je vais mettre un pied là, un pied là. Donc ça va être ma position de départ. Puis ensuite, l'idée, c'est d'utiliser toutes les prises de même couleur pour se rendre à la dernière prise avec le tape. Ça, c'est ma prise de fin. Et je vais vouloir mettre mes 2 mains sur la dernière prise pour dire que j'ai réussi le problème. Puis quand on met les 2 mains, tu sais, on ne peut pas juste faire « Ah, j'ai réussi ». Il faut vraiment les tenir, puis de manière contrôlée. Puis ensuite, là, on peut dégrimper. L'environnement dans lequel on se retrouve chez Altitude Gym, c'est tout simplement impressionnant. La hauteur des murs, ils ont même creusé dans la terre pour avoir des murs encore plus hauts, ce qui nous donne des murs de 45 pieds de haut. C'est immense, c'est magnifique. De dire qu'on se retrouve dans une église, c'est tout simplement inimaginable et c'est le fun de savoir qu'on a justement repensé une enceinte telle qu'une église pour en faire un centre d'escalade, donc de rendre ça un petit peu plus actuel et moderne. J'ai également eu la chance d'essayer quelques sections qu'on pouvait faire sans formation. Avec l'auto-assureur, il peut y avoir des craintes que l'auto-assureur, justement, ne nous assure pas. Mais sérieusement, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est super sécuritaire, tout est certifié, comme nous l'a bien expliqué Annick. Le mousqueton qu'on a ici, donc c'est un mousqueton qu'on voit qui est bloquant. Donc, il y a vraiment une vis ici qu'il va falloir ouvrir en 3 mouvements. Donc, ce qui fait que ce qui est encore plus sécuritaire, c'est pas un mousqueton comme lui ici qui s'ouvre directement. On ne pourrait pas mettre ça sur un harnais. Donc, ici, je vais ouvrir la vis. Et donc, la différence avec ton harnais, moi ici, c'est sur le pontet d'assurage que je vais venir attacher mon mousqueton. Une fois que je suis attachée, à ce moment-là, je vais enlever le mousqueton de la tâche au sol, puis je vais le laisser au sol. Ça nous indique, dans le fond, qu'il y a quelqu'un sur la paroi. Et ensuite, je vais commencer mon ascension. Alors, ici, c'est pas comme dans le bloc, tu n'as pas de prise de départ. C'est vraiment, tu y vas comme tu le sens, mais tu veux quand même aller atteindre la dernière prise au bout. OK? L'autre chose, avant que je me mette à descendre, quand on va vouloir descendre, tu as l'impression que la sangle, elle ne va pas te retenir. Quand tu t'assois dedans, tu as l'impression que tu vas tomber dans le vide. C'est une impression. Le système va s'enclencher et te descendre au sol. Okay? Juste pour que tu sois préparé mentalement. Souvent, c'est ce petit moment-là que les gens ont un petit peu plus de difficultés. C'est vraiment de se laisser aller. L'escalade, c'est un sport pour tous. Les enfants peuvent venir faire du clip and climb, s'acclimater avec l'environnement, puis ensuite passer à l'auto-assureur, au premier cordé, au moulinet.
Après s'être amusé à faire de l'escalade chez Altitude Gym, j'avais une petite soif. C'est pourquoi on se retrouve au bar à vin de Véronique Rivet, qui par ailleurs est l'une des sommelières les plus respectées sur la scène nationale et internationale. Merci beaucoup, Véronique Rivet, de nous recevoir chez Soif Bar à Vin. Merci. Bienvenue. Merci. J'aimerais tout d'abord que vous me parliez justement du concept de votre bar à vin. Ouf! Ben, c'est un peu un bébé, un gros bébé. C'est un rêve que j'ai choyé toute ma vie. J'ai toujours travaillé en restauration depuis l'âge de 16 ans. Mais c'est pas vrai. Je dirais pas que j'ai toujours eu ce rêve-là parce que j'ai réalisé aussi en évoluant dans la restauration que c'est pas un métier facile. Mais c'est quand mon amour s'est précisé pour le vin. Que je me suis vraiment spécialisée en vin, que je suis devenue sommelière. Là, ça a commencé à plus l'idée d'un bar à vin. A commencé à germer. Puis ça m'a trotté dans la tête une bonne dizaine d'années, mais je faisais des concours de façon assez intensive à un niveau international, donc c'est très exigeant. Et ben c'est ça, quand j'ai décidé que j'arrêterais les concours, j'ai pris le temps de réaliser ce projet-là. Et c'était en 2014, septembre 2014, qu'on a ouvert. Donc, ça fait plus de 6 ans maintenant. Qui est un peu l'aboutissement de toute votre carrière dans le vin. Oui, c'est beaucoup ça. C'était l'envie, justement. J'étais arrivée à un stade où j'avais vraiment envie de partager. J'ai travaillé pour beaucoup de restaurants où je faisais les cartes des vins pour les restaurants en fonction d'un chef, d'un menu, d'une clientèle. Là, j'avais vraiment envie d'un endroit, d'un bar à vin, d'un endroit qui tourne autour du vin pour partager justement ma passion du vin avec tout le monde, comme dans un lieu qui est aussi un peu à mon image parce que j'ai toujours un peu combattu l'arrogance puis le snobisme dans le monde du vin. Il y en a toujours encore trop, mais justement avoir un lieu qui est hyper approchable, qui est super décontracté, où les novices vont trouver leur compte tout autant que des grands connaisseurs, mais vraiment avoir cette approche-là juste très, très ludique. Hein? Je dis toujours, c'est juste du vin, là, on ne fait pas de la science nucléaire, donc pas se prendre trop au sérieux, mais en même temps en étant vraiment passionné parce que c'est un produit qui est infiniment vaste et complexe, puis on en apprend, on en découvre tous les jours. Donc, c'était partager tout ça. On pourrait dire que vous êtes vraiment une experte du vin. Vous avez été même mentionnée comme étant la deuxième meilleure sommelière au monde en Tokyo en 2013. On ne peut pas passer à côté de ça. Vous avez également fait plusieurs concours. Est-ce que vous voulez nous en dire un petit peu plus? Bien, c'est tout simplement la poursuite de la connaissance, si je peux dire. Mon amour du vin, puis ma soif, ma curiosité d'en apprendre plus, c'est ce qui m'a poussée dans la voie des concours. Je me suis retrouvée en finale alors que j'avais jamais fait un concours de sommellerie de ma vie. J'avais jamais assisté à un concours, donc je savais même pas en dehors des épreuves écrites là, de théorie ou de la dégustation. Je savais pas à quoi m'attendre. Puis j'ai un petit peu eu la piqûre et c'est surtout, bien c'est ça a été en effet un moment incroyable de tisser des liens, de réseauter, de rencontrer les gens de l'industrie. Et la préparation au concours, c'était comme une façon pour moi de me forcer de toujours me remettre à jour. Parce que comme je disais, c'est un domaine très vaste et qui évolue constamment. C'est vraiment pas figé. Il y a toujours des changements. Puis si on ne fait pas un effort conscient pour rester à jour, on peut très vite être dépassé. Donc, c'était vraiment ça, ma soif d'apprendre, ma curiosité, puis cette volonté-là de toujours être, en tout cas d'essayer d'être au top de ma profession. Et puis j'ai fait des concours finalement pendant longtemps. Ça a occupé une quinzaine d'années de ma vie. Simplement concours du meilleur sommelier du Québec. Je l'ai fait de 99 à 2006. Je me suis reprise à 4 fois avant de gagner parce qu'on ne va pas juste au concours du meilleur sommelier du monde comme ça. C'est un peu comme nos Olympiques. Il faut d'abord se qualifier. Au concours du meilleur sommelier du monde, il y a seulement le meilleur sommelier de chaque pays participant. Donc, il y a à peu près 70 pays membres, 70 sommeliers, chacun meilleur sommelier de leur pays. Mais il a fallu que je gagne d'abord meilleur sommelier du Québec. Ensuite, quand on gagne un titre provincial, on peut participer
au concours du meilleur sommelier du Canada, que j'ai remporté la première fois qu'il a eu lieu en 2006. L'année d'après, en 2007, j'ai fait mon premier concours du meilleur sommelier du monde. Donc, c'est pareil, on n'arrive pas non plus sur le podium du concours du meilleur sommelier du monde. Parce que c'est rare. Il y a toujours un athlète prodige ou un sommelier prodige qui performe super bien en jeunesse ou rapidement, mais habituellement, c'est des gens avec de l'expérience. Et puis c'est ça, donc j'ai fait meilleur sommelier du monde en 2007. En 2010, j'étais arrivée 6e. Et puis en 2013, je suis arrivée 2e, puis c'était vraiment... moi, c'était mon... Il y a tellement de gens qui me disent « si t'es pas déçue d'être première », je dis « ben non, je voulais juste qu'il y ait une femme sur le podium parce qu'il y avait... Le concours existe depuis 1969, ça a lieu tous les 3 ans. Et il n'y avait jamais eu de femme sur le podium. Et je suis encore plus fière parce que depuis, donc moi c'était en 2013, en 2016, il y a eu une femme à nouveau sur le podium, en 2019 aussi. Donc moi j'attends le jour où il y en aura 3. Mais c'est vraiment exceptionnel. D'abord, félicitations. Merci. C'est vraiment un grand exploit, autant pour les femmes, autant que pour une Québécoise et autant que pour vous, en fait, d'avoir atteint la sommelière du monde. C'est un peu également pour cette raison-là que vous faites des ateliers virtuels présentement dus à la pandémie sur les dégustations de vin. Il y a toujours eu un côté de soif pour moi hyper important qui est éducatif, justement, autant au niveau du personnel. Quand on travaille ici, on est en apprentissage constant, c'est comme une école, et on en fait aussi pour nos clients, pour le grand public. C'est ça, des ateliers de dégustation, ça peut être initiation au vin, à la dégustation, aux accords mets vins, découvrir un pays, l'Italie, la France ou une région ou un cépage. Et puis c'est ça, on est passé en mode virtuel, hein, comme c'est le cas pour beaucoup de choses depuis le début de la pandémie. Et c'est le fun aussi, non? Donc, il y a différentes formules. Il y en a où plus approfondies, avec des plus petits groupes qui ressemblent aux ateliers qu'on donnait ici, où on prépare une sélection de vins que les gens viennent chercher, avec de la nourriture, bien entendu, parce qu'on doit vendre le vin avec de la nourriture. Et on se retrouve sur une plateforme virtuelle pour faire un atelier où je parle pendant 1h30 de la région ou du thème en question. On déguste les vins ensemble. Et puis, il y en a d'autres aussi plus fun, plus simples, plus accessibles, parce qu'on a reçu des appels de gens partout à travers le Québec quand on a lancé nos ateliers. Donc, on veut participer, mais là, d'envoyer les bouteilles à Montréal ou à Sherbrooke ou à Québec, c'est un peu compliqué avec la nourriture. Donc, on en fait des ateliers où il y a plus de gens, c'est moins interactif, mais on appelle ça les apéros avec Véro. On a fait ça tous les vendredis en décembre, puis on va sûrement continuer, où les gens, on leur indique des vins à aller chercher à la SAQ. Et puis, on se retrouve ensuite sur la plateforme virtuelle. Donc, n'importe qui peut se joindre, peu importe où ils sont au Québec. Je pense que vous nous avez préparé une petite dégustation, justement, pour nous donner un petit avant-goût. Oui, tout à fait. On va faire une dégustation de vin ensemble. Déguster un vin, c'est tout un art. Un art qui s'apprend. Comme j'ai dit, ça peut être simple. Hein? On peut se verser un verre, juste le boire, ça s'arrête là. Mais, c'est ça, un des cours qu'on donne, c'est un cours de dégustation 101. Comment approcher le vin, comment les gens veulent savoir qu'est-ce qu'on fait quand on le remue, puis pourquoi est-ce qu'on se gargarise avec. Hein? Donc, là, par exemple, j'aime beaucoup quand je fais ça, comparer 2 vins. C'est beaucoup plus facile de comprendre ce dont on parle quand on peut le comparer à quelque chose. Si je vous dis ce vin-là a beaucoup d'acidité, mais si on a un vin qui en a moins à côté, c'est plus facile à comprendre. Hein? Donc là, on est en France, 2 régions classiques, un vin blanc de Sancerre, donc à base de Sauvignon blanc. Ça, c'est un vin qui a beaucoup d'acidité, qui est vraiment bâti sur la fraîcheur, la tension. Et un Pinot Gris d'Alsace qui, lui, est beaucoup plus rond. Il y a une acidité moins marquée. Il est plus... Donc, on en a un qui est plus comme ça en bouche, puis on en a un autre qui est plus comme ça en bouche. Hein? On essaie ça l'aide visuellement. Ah, oui, mais non, je comprends tout à fait. Donc, et donc, la dégustation se fait toujours en 3 parties. Le visuel, l'olfactif, puis le gustatif. Hein? Regarder, sentir, puis goûter. Et en fait, quand on fait ça, c'est ce qu'on appelle une dégustation analytique. On analyse vraiment chaque
on décortique le vin, on analyse tous ces éléments pour arriver à juger de sa qualité ou alors de son origine si on le goûte à l'aveugle. Hein? Donc, la première chose qu'on regarde, c'est la couleur. On incline toujours le verre comme ça. Là. Normalement, je devrais avoir une nappe blanche ou un litho blanc, mais quelque chose de blanc pour vraiment pouvoir regarder la couleur. Puis la couleur, déjà, nous dit beaucoup de choses. Un vin blanc jeune, habituellement, il a un jaune assez pâle. S'il est doré, très foncé, ça peut être un signe d'âge, ça peut être un signe d'élevage sous bois, ça peut être un signe de certains cépages qui sont plus foncés. Hein? Donc, la couleur, hein, qui peut déjà nous dire beaucoup de choses. Quand on remue le vin dans le verre très doucement, hein, les gens demandent souvent, c'est quoi ça, les jambes ou les larmes dont on parle? Bien, c'est tout simplement, une fois qu'on a remué le vin dans le verre, c'est le vin qui s'écoule sur les parois du verre. Puis c'est comment il colle à la paroi. Des fois, il s'écoule très, très vite. Des fois, c'est très lent à se former et puis à descendre. Donc, ça aussi, ça donne des indications sur le taux d'alcool, sur le taux de sucre, un petit peu la texture du vin. Pourquoi est-ce qu'on vous dit de jamais remplir votre verre plus qu'au tiers? Hein? Même pas la moitié au tiers. C'est pour qu'on puisse faire ça sans en mettre partout. Hein? Au début, pratiquez-vous sur une surface. Faites-le pas en l'air. Okay? Puis n'importe qui peut y arriver, ça prend juste de la pratique. Pareil. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est la même raison pour laquelle on va se gargariser avec le vin, passez-moi l'expression. C'est pour libérer des arômes. Okay? Donc, normalement, après l'avoir observé, on va le sentir une première fois sans le remuer. Hein? Savoir, est-ce qu'il sent beaucoup? Est-ce que c'est très parfumé ou est-ce qu'il sent vraiment pas? Donc, l'intensité aromatique. Chez Soif Bar à Vin, il y a des vins de partout à travers le monde et il y en a une panoplie. C'est ce que j'ai vraiment adoré. C'est un magnifique restaurant. C'est beaucoup plus que simplement un bar à vin. Il y a également des mets préparés et l'endroit est tout simplement magnifique de voir tous les vins de partout à travers le monde. Il y a des cartes du monde un petit peu partout pour vraiment en apprendre plus sur les régions de chaque vin. Donc, c'est vraiment une immersion complète sur, oui, de la dégustation du vin, mais également sur l'environnement et l'histoire derrière chaque vin. Mais un grand merci de nous avoir reçus à votre bar à vin Soif. C'était vraiment une superbe expérience et on recommande vraiment à tous les gens d'en apprendre plus sur le vin. Merci. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont reçus aujourd'hui. On a eu beaucoup de plaisir à découvrir Altitude Gym et également Soif Bar à Vin pour en apprendre plus sur le métier de sommelière. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit bientôt pour une prochaine émission.